José Frêche, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman. Alors, ce sera un roman en 2 tomes et qui a pour titre Gengis Khan, l'homme qui aimait le vent. Le deuxième tome va s'intituler Le Gengis Khan, le Conquérant. Il va Conquérant. sortir là dans très peu de temps, publié aux éditions XO. Alors, vous aimez bien les grands destins et vous aimez bien surtout la Chine. La Chine qui fait, je dirais, qui fait partie de vous. Vous êtes véritablement quelqu'un qui ne peut pas se passer de la Chine. Et depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis mes études universitaires à Aix-en-Provence, à 17 ans, je me suis inscrit à la section de chinois de la faculté des lettres d'Aix-en-Provence. J'ai étudié la langue chinoise et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à la Chine. J'ai eu la chance de travailler au musée Guimet, comme tout jeune conservateur, à la section chinoise. Et puis j'ai effectué mon premier voyage en Chine en 1972, à l'époque où la Chine était encore un pays fermé, qui venait de sortir de la révolution culturelle. Et depuis ce moment-là, je n'ai pas cessé d'y aller. Et je dois dire que je suis absolument fasciné par l'évolution tout à fait singulière, et je dois dire même extraordinaire, de ce pays, qui est devenu aujourd'hui un géant économique, mais qui a gardé quand même l'essence de ce qui fait la saveur de la civilisation chinoise, en tout Vous, cas de mon point de vue. vous avez publié un grand nombre de livres, quelques-uns au hasard. Moi, Confucius, les 10 000 désirs de l'empereur. Vous avez fait une incursion en Inde avec Gandhi, Zhao Wuqi, peintre chinois. Quand les Chinois cesseront de rire, alors là, c'était un essai, L'Empire des larmes, sur la guerre de l'opium. Bouddha, vous êtes revenu à un certain moment, donc un peu plus vers l'ouest. Et puis, L'impératrice de la soie, Le disque de jade, tous ces livres qui ont eu un immense succès. Tous vos livres, peut-on dire, pratiquement sont des best-sellers. On parle beaucoup de la Chine aujourd'hui. On dit que la Chine est dans une situation peut-être un peu délicate. Vous êtes un bon observateur de la vie chinoise. Qu'en pensez-vous? Je pense que les années de croissance folle, hein, à 2 chiffres, sont terminées, et que effectivement aujourd'hui le grand défi de la Chine, et d'ailleurs du gouvernement, des dirigeants de la Chine, c'est de faire face maintenant à une immense classe moyenne, en gros 200 millions de personnes, qui ont un niveau de vie moyen identique à celui des Français. Et il faut que la Chine garde une certaine croissance économique pour que cet immense moteur continue à tourner sans rater. Bon. Et c'est vrai que le niveau de vie des Chinois s'est considérablement accru, que du coup le coût du travail en Chine est devenu beaucoup plus élevé qu'il ne l'était depuis une dizaine d'années, il y a 10 ans. Donc la Chine, qui était l'usine du monde, a tendance à l'être moins aujourd'hui. Il y a des revendications sociales. La classe moyenne chinoise, qui a accès à Internet, aux télévisions étrangères, donc qui sait très bien ce qui se passe partout, qui voyage, il y a énormément de touristes d'ailleurs qui viennent en France, hein, et en Europe. Donc ce sont maintenant des gens qui sont cultivés, éduqués, et à qui on ne peut pas raconter, si j'ose dire, n'importe quoi. Pas d'histoire. Voilà, on ne peut pas raconter d'histoires, qui sont de plus en plus exigeants, et au fond, les dirigeants de ce pays sont confrontés maintenant à cette modernisation tout à fait énorme qu'ils ont voulu eux-mêmes, hein. Et donc c'est vrai que la Chine aujourd'hui est à un tournant. Il y a des tensions, en particulier sur le plan économique, mais également sur le plan écologique, parce que toute cette croissance s'est faite au détriment du respect de la nature, hein. On consomme beaucoup de charbon. La préoccupation n'est pas évidemment de faire des économies d'énergie ou de faire des énergies renouvelables. Donc il y a une prise de conscience de tout ça, qui fait que le gouvernement chinois avance sur des œufs, hein. Il avance sur des œufs, et en tout cas, moi personnellement, je souhaite qu'il réussisse à mettre en œuvre la politique un peu de stabilisation qu'il a décidé de mettre en œuvre, et que la Chine ne connaisse pas des tensions importantes, parce que ça,
ça serait, je pense, très ennuyeux pour le reste du monde, pour l'Europe et également pour la France. Alors revenons à votre livre, merci pour cette analyse. Gengis Khan, alors là, ça nous ramène 800 ans en arrière. L'homme qui aimait le vent, donc je le disais tout à l'heure, publié par Exo. Gengis Khan qui n'est pas un Chinois, Non, qui n'est c'est un pas un Mongol. Chinois, c'est un Mongol, c'est un nomade, donc ce n'est pas un sédentaire, qui vit à côté de la Chine, hein, puisque les Mongols vivaient dans la steppe, de l'autre côté de la Grande Muraille. Les Chinois les considéraient comme un peu des sauvages, hein, des gens qui étaient très arriérés par rapport à eux, qui montaient très bien à cheval, dont les ancêtres leur avaient vendu des chevaux, en particulier au premier empereur de Chine, et ne se méfiaient pas de ces tribus qui étaient dispersées, qui n'avaient aucune idée de leur propre puissance, qui chassaient sur leur territoire, qui élevaient des chevaux, et dont l'un des chefs des petites tribus mongoles dispersées, donc Temujin, il n'était pas encore Gengis Khan, Temujin va fédérer petit à petit ces tribus. Il va constituer une force de frappe beaucoup plus importante. Il va réussir à se faire élire chef des tribus mongoles. Et à partir de là, il va lancer un certain nombre d'offensives, d'abord vers la Chine. Il va réussir à conquérir. Et ensuite vers l'Occident, l'Asie centrale, l'Iran, à l'époque donc la Perse, un certain nombre de pays qui à l'époque étaient des pays déjà constitués sous la forme de califats musulmans, la Syrie, l'Irak. Il va descendre ensuite vers l'Afghanistan. Il s'arrêtera aux portes de l'Inde parce qu'il est fatigué. Tout ça, ça va durer des années et des années. C'est un homme qui est usé à un moment donné, monte à cheval toute la journée, un guerrier intrépide qui ne se ménage pas. Et donc, il s'arrêtera aux portes de l'Inde, qu'il rêvait également de conquérir. Mais lorsqu'il va mourir, son empire pratiquement s'étendra de la mer de Chine jusqu'à la mer Noire, puisqu'un certain nombre de ses soldats arriveront jusqu'en Crimée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Crimée, il y a ce qu'on appelle les Tatars de Crimée, qui est une minorité qui réside encore en Crimée et qui donne d'ailleurs du fil à retordre aux Russes, hein, notamment à M. Poutine, lorsqu'il a pris récemment le contrôle de la Crimée, qui a d'ailleurs toujours été russe, hein, il faut le savoir. Mais donc, il y a encore des descendants des Mongols en Crimée, et donc Gengis Khan, on peut le dire, a régné sur le plus vaste empire que la Terre ait jamais connu. Il y a, oui, en distance entre Pékin et la Crimée, ça fait pas mal de kilomètres. Ça fait entre 6 et 7 000 kilomètres. C'est considérable. Considérable, et donc il faut penser que tout ça, ça supposait une énorme logistique, parce que les armées mongoles étaient composées de centaines de milliers de cavaliers et de chevaux. Il fallait nourrir ces chevaux, il fallait donner à manger aux soldats, donc il y avait des troupeaux qui suivaient les armées, il y avait des chariots, il fallait ravitailler tout ce monde, lui fournir des flèches, lui fournir des lames pour les épées, des pointes de lance, et donc tout ça supposait une organisation assez titanesque que Gengis Khan et ses principaux collaborateurs, ses généraux en chef, ont réussi à mettre sur pied. C'était une entreprise considérable. On a des comptes rendus parce que il peut y avoir disons le romancier peut imaginer un certain nombre de choses, mais vous êtes obligé de vous baser sur des choses existantes qui ont existé, réelles. Alors, il y a des sources historiques sur Gengis Khan. Il y a en particulier d'abord les sources mongoles, l'histoire secrète des Mongols, qui ont évidemment un côté hagiographique, hein, et plaidoyer pro domo, c'est normal, puisque Gengis Khan, c'est le héros national, et donc les historiens mongols qui ont écrit la saga de Gengis Khan avaient sûrement tendance à embellir les choses et à le montrer sous un aspect qui n'était pas forcément l'aspect tel qu'il était réellement. Ensuite, il y a des sources chinoises qui sont très intéressantes, parce que les Chinois ont le goût de l'histoire depuis toujours. Il y a des grands historiens en Chine, à l'époque de Gengis Khan et dans les siècles qui suivent, qui ont rédigé des chroniques sur Gengis Khan avec le recul nécessaire. Et donc là, on a déjà des choses qui sont, je pense, beaucoup plus justes par rapport à la personnalité de Gengis Khan en particulier. Et il y a également des sources perses. Des sources perses qui, elles, sont évidemment, comme les sources chinoises, ont du recul par rapport à Gengis Khan. Et même, on peut le dire, une certaine hostilité, parce que Gengis Khan a mis à sac
un certain nombre de grandes villes d'Asie centrale et de Perse, et donc il n'a pas laissé, on peut le dire, un souvenir impérissable parmi ces populations. Non, ce que nous savons évidemment, nous avons toujours craint en Occident, les Mongols, On a bien qu'ils ne craint, soient pas arrivés tout à fait, jusqu'en France ou ah oui, parce que nous enfin avions pas très connu loin, mais avant, enfin, on avait connu avant les grandes invasions, ouais. avec des peuples qui étaient d'ailleurs des peuples turcs, qui venaient également d'Asie centrale, hein, et qui ont mis à genoux l'Empire romain, hein. Donc on a une certaine... en Occident, on n'avait pas un bon souvenir de ces guerriers à cheval qui arrivaient et qui saccageaient tout lorsqu'ils entraient dans des villes, les grandes villes de l'Empire romain. Tout était, saccagé. La être à cheval toute une journée ou pas loin, parce que l'empire s'est agrandi, quand même, très rapidement, Oui. ça devait être épuisant. Alors c'était épuisant, c'était à la fois épuisant, mais ils étaient capables de le faire, alors que les autres peuples ne pouvaient pas le faire, parce que, et ça c'est la caractéristique des peuples nomades, hein. Les peuples nomades se déplacent tout le temps, ils sont aguerris, ils vivent peut-être moins vieux que les sédentaires, mais ils sont beaucoup plus endurants, et donc ils peuvent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et taper beaucoup plus fort, en particulier lorsqu'ils sont à cheval, parce qu'ils savent dompter les chevaux, ils les élèvent dans la steppe, et le cheval et le mongol, ça va ensemble, hein. Le mongol est un espèce de centaure, et si les mongols n'avaient pas eu cette capacité à chevaucher pendant des journées entières, il est évident que Gengis Khan n'aurait pas pu accomplir cet exploit considérable qu'il a accompli en constituant cet empire immense. Qu'avez-vous découvert de la psychologie, de Gengis Khan? Alors c'est ça qui intéresse le romancier que je suis, hein, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer comment, tout petit, Gengis Khan a rêvé de construire cet empire immense. Tout petit, probablement parce qu'il avait déjà entendu parler à la fois d'Alexandre le Grand, qui lui venait de l'Ouest, et de ce qu'avait fait le premier empereur chinois, Qin Shi Huangdi, à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait fédéré les royaumes combattants et réussi à créer l'Empire chinois et à étendre le territoire de la Chine avec la construction de la fameuse Grande Muraille que les Mongols voyaient et que Gengis Khan apercevait de loin. Et donc, je montre comment cet enfant est devenu petit à petit un grand guerrier, un stratège, un grand diplomate, parce qu'il fallait évidemment au début négocier avec les tribus mongoles qui n'étaient pas faciles, qui n'étaient pas des partenaires évidents pour lui. Donc c'était sûrement quelqu'un d'extrêmement intelligent, et un redoutable manœuvrier, pas uniquement un guerrier sauvage. Et donc montrer comment ce petit garçon s'est mis dans la tête très tôt qu'il fallait construire ce grand empire pour permettre au peuple mongol d'avoir un espace vital. Parce que le problème des grands empires nomades, c'est qu'ils sont cernés par des grands pays sédentaires et qui ne se laissent pas forcément guider leurs lois. Et donc, cette volonté de créer un grand espace pour son peuple a fait justement qu'il a mis en place cette stratégie de conquête. Mais est-ce que, les Mongols vont devenir sédentaires à l'issue, de ces conquêtes? Alors, les Mongols, en fait, ne deviendront jamais totalement sédentaires. Lorsqu'ils vont conquérir la Chine et qu'ils vont devenir empereurs, les successeurs de Gengis Khan, empereurs de la Chine, c'est la dynastie des Yuan en Chine, en particulier avec Kubilai Khan, qui est l'empereur chinois, mais en fait mongol, qui a reçu Marco Polo. Et même lorsqu'ils dirigent la Chine, ils vont garder leurs mœurs de nomades. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à habiter dans des palais. Ils vont vouloir continuer à chasser. Ils vont avoir des grands campements dans la steppe. Parce que, au fond, un nomade est épris de liberté et un sédentaire, lui, d'une façon générale, abdique la liberté d'aller et venir là où il veut. Et donc, un nomade a tendance à rester un nomade. Et lorsqu'il devient peu à peu sédentaire, il change totalement de nature. Et donc, un Mongol sédentaire, aujourd'hui, on peut le dire, d'ailleurs, les Mongols ne sont toujours pas sédentarisés, ne serait plus un Mongol.
Gengis Khan avait une femme qui comptait beaucoup. Il a eu beaucoup de femmes, Il a cela eu dit. beaucoup de femmes. Mais vous mettez l'accent sur l'une de ses compagnes Oui, qui a été très présente à ses qui côtés. était sa première épouse, Hein, Birthday, et qui a un nom, qui a un nom qui un est prénom connu, qui est Borté. Birthday, qui est qu'il a épousée à l'âge de 12 ans. À l'époque, c'était des mariages qui s'arrangeaient entre les parents. Donc c'est le père de Gengis Khan, Yesugei, qui avait choisi cette jeune fille pour son fils. Et elle est devenue sa compagne. Elle a été enlevée lorsqu'elle était jeune. Quand il est allé la libérer, au péril de sa vie, lorsqu'elle est revenue, lorsqu'il l'a arrachée à ses ravisseurs, elle était enceinte. Donc on n'a jamais su en fait qui était le père du premier fils de Gengis Khan, Jochi, si c'était celui qui avait enlevé Birthday ou si c'était Gengis Khan. Et Birthday a suivi l'ascension de son époux, l'a aidé, l'a conseillé. Et ça, c'est un fait historique qui est très intéressant parce que ça montre que finalement les femmes ont toujours joué un rôle extrêmement important dans l'histoire, quelle que soit l'époque et quel que soit le territoire. Oui, mais enfin, ça n'empêchait pas. Il n'était pas d'une extraordinaire fidélité, malgré Non, tout. d'abord, les Mongols étaient polygames. Et ensuite, on peut imaginer qu'un grand conquérant, un grand guerrier comme il l'était, avait le choix de prendre les filles qu'il voulait lorsqu'il passait, soit des jeunes Mongols lorsqu'ils passaient dans des campements mongols, soit du butin que les soldats mongols euh, capturaient lorsqu'ils conquéraient des villes d'Asie centrale ou en Perse. Quelle est la fin de Gengis Khan? Alors Gengis Khan va mourir d'une chute de cheval. Donc on reste toujours dans cette relation avec le cheval. À un âge avancé, donc il avait plus de 60 ans, peut-être même 70 ans. Ça dépend de sa date de naissance, parce que les historiens sont partagés sur la date de naissance de Gengis Khan. Mais c'était de toute façon très vieux. Il meurt donc en tombant de cheval en Chine. À l'époque, il supervisait la conquête de la Chine. Et son cortège funèbre va parcourir plus de 1000 kilomètres pour amener son cadavre à l'endroit où il est né, de sa naissance. Et d'après la légende, tous les passants, tous les convois que le convoi funèbre de Gengis Khan croisait étaient massacrés par les Mongols parce qu'on ne voulait pas qu'on sache que Gengis Khan était mort avant que son successeur ait pu être désigné. Et on ne sait pas bien où Gengis Khan a été inhumé. On ne sait pas où il a été inhumé. Les archéologues du monde entier cherchent sa tombe, parce qu'on peut imaginer que la tombe de Gengis Khan, si elle existe, est aussi riche que celle du tombeau de Toutankhamon ou du premier empereur de Chine, avec les fameux guerriers, les cavaliers en terre cuite. On ne l'a pas trouvé. Et au fond, il est peut-être tout simplement enterré sous un arbre. Il n'a peut-être pas voulu être mis dans un tombeau. Et en tout cas, un certain nombre d'archéologues continuent à chercher. Il y a même des photos par satellite qui sont faites dans la zone où il pourrait avoir été enterré pour essayer de trouver cet endroit. Peut-on le croire? Quand on rêve de puissance, est-ce qu'on ne rêve pas quand même en tout cas, à avoir des obsèques plus que décentes? Non? C'est possible. Dites-moi, ce livre nous conduit donc pratiquement aux sources de la Chine moderne, d'une certaine façon. Qu'avez-vous appris, parce que vous connaissiez bien toute cette partie du monde, quand vous avez mis un point final à ce roman? Quel rapport, quelle relation aviez-vous avec Gengis Khan? Écoutez, d'abord, on voit ce qu'il a fait et à quel point ce qu'il a fait, qui était énorme, puisque c'est un empire très très vaste, extrêmement étendu, qui a été construit d'une manière extrêmement rapide, sur une trentaine d'années. Il a réussi à conquérir quand même une grande partie du monde, et néanmoins extrêmement fragile parce que dès que les Mongols repartaient quelque part, les populations
qu'ils avaient conquises, entre guillemets, bah, elles revenaient à leur forme antérieure, hein, donc elles continuaient à vivre leur vie. Et donc cet immense empire était quelque chose de très fragile, parce que Gengis Khan n'avait pas pu construire les bases d'un État, contrairement aux Chinois, construire une administration fiscale en particulier pour prélever de l'argent sur les populations, pour financer la conquête et les armées. Et donc il y a quand même ce côté très éphémère de cette immense conquête territoriale qui fait réfléchir, parce que finalement ça montre que sans l'assentiment des peuples, eh ben, un dirigeant, quel qu'il soit, même le guerrier le plus téméraire, le tyran le plus sanguinaire, ne peut rien faire. Merci beaucoup, José Fraisse, et en même temps pour cette réflexion et cette morale aussi. Alors voilà, Gengis Khan, L'homme qui aimait le vent, premier volume. On attend évidemment avec une grande impatience la suite qui va être là, publiée en début d'année et qui permettra donc à ceux qui sont intéressés par, mais pas uniquement d'ailleurs, par l'histoire de l'Asie, de connaître l'un des hommes probablement les plus remarquables, même si certaines de ces méthodes étaient douteuses. En tout cas, Mais l'un de ceux qui a compté le plus, oui, l'un c'est de ceux qui a clair. compté le plus dans l'histoire humaine. Merci beaucoup, José Fraîche. Merci à vous.